on n'aurait jamais dû franchir cette porte. Prologue. Eliane. Le pensionnat de jeunes filles Sainte-Bernadette dormait. Sous les poutres craquantes du grenier, dans le silence oppressant des couloirs tapissés de crucifix poussiéreux, tout semblait figé, suspendu entre deux souffles. Dehors, la forêt gémissait sous le vent d'automne. Les branches frottaient les unes contre les autres, crissaient, cognaient, semblaient se parler, et peut-être mettre en garde contre ce qui se tapissait dans les murs, le sol et les fondations du pensionnat. Car dedans, une autre plainte rampait, plus discrète, plus ancienne. Dans le dortoir des plus jeunes, au 2e étage, les lits étaient alignés comme des cercueils sans couvercle. De petites silhouettes dormaient paisibles, la bouche entr'ouverte, la peau blême sous la lumière lunaire filtrant à travers les vitres fêlées. Toutes dormaient, sauf une, Eliane. Elle était assise sur son lit, droite comme un pieu, les mains posées à plat sur les draps raides. Ses yeux, vastes et dénués de sommeil, fixaient le mur d'en face. Un murmure sourd s'échappait de ses lèvres, à peine perceptible. Pas une prière, non. Un nom ancien. Lentement, elle tourna la tête, très lentement, vers le fond du dortoir, là où les ombres étaient plus épaisses, là où une vieille armoire grinçait parfois toute seule. Combien de fois avait-elle fixé les recoins nébuleux de ce pensionnat? Combien de fois avait-elle entendu cette voix l'appeler par son nom? Dans la salle de classe, dans les douches, dans les couloirs, dans ce dortoir. Elle en avait fait des cauchemars, mais elle n'avait plus peur. Plus depuis que sœur Judith l'avait punie dans la chapelle qui se trouvait au sous-sol, dans le noir et le silence absolu. Cela s'était passé 3 jours auparavant. Sœur Judith l'avait enfermée dans la chapelle, à genoux devant le Christ noirci, entouré de cierges aux flammes vacillantes, à réciter des psaumes à voix haute, parce qu'une nouvelle fois, elle s'était figée dans le couloir, alors que ses camarades en rang rentraient dans la salle d'études en silence. Parce que sœur Judith lui avait ordonné de rentrer à la suite de ses camarades, et de bien vouloir se taire. De se taire, parce qu'elle marmonnait en fixant les ombres des murs d'où la voix lui parvenait. Et tétanisée, elle s'était arrachée au mur qu'elle fixait, pour porter un regard suppliant et plein de terreur sur sœur Judith. Et là, elle avait porté ses mains à ses oreilles. Sa poupée qu'elle emmenait toujours avec elle cachée sous sa jupe était tombée au sol, et tout en hurlant pour couvrir la voix du mur qui emplissait son esprit. Elle s'était urinée dessus. Elle était restée 3 jours et 2 nuits sans nourriture, 3 jours et 2 nuits dans l'odeur d'encens rance et de cire froide. 3 jours et 2 nuits dans la chapelle face au Christ noirci et aux cierges pleureurs qui fondaient, s'éteignant peu à peu les uns après les autres. Et pendant ces 3 jours et ces 2 nuits, la voix, dans les murs de cette chapelle où elle était seule et sans possibilité de fuir, la voix n'avait cessé de l'appeler. C'était une voix d'enfant. Eliane, Eliane, Eliane. Elle s'était retranchée en elle-même, avait sombré dans les méandres de son propre esprit. Puis elle avait abandonné, épuisée à bout de force. Alors la voix s'était tue. Au bout du 3e jour, sœur Judith avait déverrouillé la porte de la chapelle. Eliane, en silence, l'avait suivie jusqu'au dortoir. Elle s'était allongée comme tous les autres enfants pour dormir. Mais le sommeil n'était pas venu, et ne viendrait plus jamais. Alors que tout le monde dormait, et qu'elle était assise sur son lit, elle s'était levée en silence. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le parquet gelé. Elle avait traversé le couloir du 2e étage, laissant les dortoirs derrière elle, pour se rendre à l'autre bout et pousser la porte de l'infirmerie. À l'intérieur, tout était comme elle l'avait vu dans son rêve, ce rêve qu'elle avait fait dans la chapelle, alors qu'une ombre s'était penchée sur elle et avait murmuré son nom, comme une incantation sans fin, à lui faire perdre la raison.
Elle avait vu ce qu'elle voyait maintenant. La chaise roulante, le rideau taché, le miroir fendu et le tiroir. Elle l'avait ouvert sans hésiter, alors qu'elle savait ce qu'elle s'apprêtait à faire, ce qu'elle s'était vue faire dans ce rêve guidé par l'autre voix, la voix, celle de la fille dans le mur. Dans le tiroir, il y avait une grande aiguille pour suturer les plaies, un carnet à la couverture grise, et une poupée, la sienne, celle qu'on lui avait confisquée. Elle prit la poupée et la gratta pour faire sortir un morceau de fil, puis elle tira dessus, détricotant ainsi son doudou, son totem protecteur. Désormais, il était trop tard. Sa poupée ne pouvait la protéger de ce qui arrivait. Elle inséra le fil dans le chat de l'aiguille. Puis elle se mit à coudre ses propres lèvres. 1 point, 2, 3. Le sang coulait de ses lèvres scellées, coulait sur l'aiguille, sur ses doigts, tacha ses pieds nus et le sol. Elle ne tremblait pas, elle ne pleurait pas. Quand elle eut fini, elle se tourna vers le miroir. Et elle n'y vit pas son reflet, mais celui d'une silhouette d'enfant, les cheveux noirs tombant devant son visage. Puis la silhouette dans le miroir jeta sa tête en arrière et révéla un visage aux yeux noirs et au sourire immense. C'était elle, la fille dans les murs. Eliane tendit ses mains vers le miroir. La glace se fissura et tandis qu'elle basculait de l'autre côté, une onde parcourut le pensionnat. Toutes les horloges se mirent à carillonner, puis à se figer. À 3h17. Plus jamais on ne revit Eliane. Le pensionnat. Je m'appelle Théo. Si vous entendez cet enregistrement, c'est que quelqu'un a retrouvé le magnétophone. Et si c'est le cas, écoutez jusqu'au bout. Même si ça n'a aucun sens pour vous. Même si vous pensez que c'est une blague. Écoutez, je vous en prie. Parce que ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a réveillé, ne doit jamais sortir d'ici. Il faut détruire cet endroit. Inspecteur Paul Dumont et Gérard Melzac. Suite au signalement de la disparition d'un groupe de 5 jeunes adultes, adeptes d'Urbex, nous enquêtons sur le lieu-dit de l'ancien pensionnat Sainte-Bernadette. Nous n'avons trouvé aucune trace des personnes disparues, bien que leur voiture ait été retrouvée en bord de route, et que des traces de pas dans la poussière du pensionnat abandonné révèlent que 5 personnes ont récemment visité les lieux. Nous venons de découvrir un enregistrement audio d'un certain Théo. Tout porte à croire que c'est l'un des 5 disparus. Les premiers mots de l'enregistrement laissent entendre qu'il se serait passé quelque chose de grave. J'espère juste que ce n'est pas un canular. On retourne à la voiture. On écoutera la suite au poste. Melzac ne se sent pas bien. Il était persuadé d'avoir entendu une voix d'enfant dans une pièce. Je suis rentré juste après lui, je l'ai trouvé tétanisé, blanc comme un linge. Je le ramène avec moi. Il va mieux depuis qu'on est sorti. J'aime pas cet endroit. Tout a commencé le samedi matin 11 novembre. On était 5. Moi, Benjamin, Sarah, Kevin et Lisa. On avait prévu une virée urbex, comme on en avait déjà fait. C'était devenu une habitude, se retrouver un peu avant le crépuscule, un thermos de café à la main, des lampes frontales, une caméra. Et l'excitation, toujours la même. Celle de pénétrer quelque part où personne ne va plus. Un endroit que le monde a oublié. Entrer dans ces bâtiments aux murs blessés par le temps, aux poutres affaissées, aux vitres brisées. C'est comme remonter le temps. On essaye de deviner la vie d'avant, les gens qui y ont vécu. Parfois, un simple objet retrouvé dans le tiroir d'une vieille étagère devient un artefact puissant pour nous. On se regroupe autour, on l'examine, on le touche avec respect. C'est comme si à travers lui, on pouvait entrer en contact avec son propriétaire. À notre manière, on est des archéologues. Ouais, des archéologues. Le lieu du jour, c'était un ancien pensionnat catholique, perdu au fond des bois, dans une région sans nom.
Benjamin l'avait repéré sur une vieille carte topographique, mentionnée comme institution Sainte-Bernadette, mais introuvable sur Google Maps, fermée dans les années 60 après un incident a priori. On n'avait pas plus de détails. On avait juste trouvé une rumeur d'enfant disparu. Kevin avait trouvé sur Reddit un vieux post d'un mec qui disait s'y être rendu, et que le pensionnat était hanté par le mal. On a ri. Ah, évidemment, on a ri. Ce genre d'histoire, ça pullule sur les forums d'Urbex. Des légendes urbaines pour se faire frissonner. J'ai jamais cru à ces conneries. Enfin, pas jusqu'à maintenant. Quand on a quitté la route et qu'on s'est enfoncé dans les bois, le silence nous est tombé dessus. Un silence épais et étrange. Comme si la forêt tout entière, avec ses oiseaux, ses insectes, s'était arrêtée de respirer. Et qu'elle nous regardait en se demandant « Mais putain, qu'est-ce que vous foutez là? Fuyez pendant qu'il est encore temps, fuyez !» Ouais. Ouais. On entendait juste le bruit de nos pas dans les feuilles mortes, et le vent qui faisait gémir les branches. Je crois qu'à ce moment-là, on aurait pu faire demi-tour. On aurait encore pu faire demi-tour, ouais. Tout serait différent. Mais, bien sûr, c'est cette ambiance-là qu'on venait chercher aussi. On aimait avoir peur. Ressentir cette montée d'adrénaline. Quand ça arrivait, on se regardait, et on riait. La progression avait été de plus en plus difficile. La végétation s'était fait plus dense. Sans notre GPS, nous n'aurions probablement jamais réussi à trouver ce pensionnat. Mais dans les dernières lueurs du jour, à travers les arbres, on a vu se dessiner le bâtiment se dressant sur le haut de la colline. Il faut dire que ça grimpait pas mal sur la fin. C'était une masse sombre, aux murs grisâtres, percée de dizaines de fenêtres aveugles, certaines obstruées de planches, d'autres grandes ouvertes, comme des bouches tordues. La façade était mangée de mousse et de lierre. Elle comportait 3 étages. Un toit en ardoise partiellement effondré sur la gauche et, surplombant l'entrée principale, il y avait une croix rouillée. On a suivi le mur de clôture mangé par du lierre noir épais jusqu'au portail. Celui-ci, en fer forgé, était grand ouvert. Pas arraché, pas brisé, non. Ouvert, comme s'il nous attendait. Là aussi, on a ri. L'ancien chemin qui y menait et qui devait retrouver la route quelques kilomètres plus loin, là où on avait laissé notre voiture, était presque effacé. Un amoncellement de feuilles mortes, de branches et d'herbes folles le recouvrait. Et ce n'est que parce qu'on se tenait devant le portail que nos lampes frontales éclairaient les vestiges de ce chemin, qu'en regardant derrière nous vers la forêt, on devinait un tracé un peu plus clairsemé à travers les bois. Des arbres étaient tombés en travers. Des ronces avaient rampé et formé des buissons épais, pour que personne ne parvienne jusqu'ici. Mais tant qu'on ne sait pas, on ne voit pas les signes. La nature avait fait peu à peu rempart. Elle avertissait qu'ici sommeillait quelque chose de sombre. Mais nous n'en avons pas tenu compte. Je me rends compte que parler dans ce magnétophone, ça me fait du bien. Ça me permet de repousser un petit peu l'horreur autour de moi. Ça me fait du bien, ouais, un peu. La nuit était tombée, et nous nous trouvions devant la porte d'entrée. Étrangement, malgré son aspect de bâtisse à l'abandon et son toit en partie effondré, le pensionnat semblait solide sur ses fondations, comme si quelque chose le maintenait debout pour toujours. Autre chose aussi. Il n'y avait pas un seul tag, et ça, c'était plutôt bizarre. Où qu'on aille, il y a toujours quelqu'un pour masquer à la bombe, au stylo, ou même en gravant à même la matière, qu'il est passé par ici. La porte d'entrée au bois noirci et aux battants massifs mangés par le temps était creusée de rides profondes semblables à des veines mortes, courant sous une peau malade. Des ferrures rouillées pendaient par endroits comme des mâchoires brisées. Encore un signe. On pouvait encore deviner, gravé au-dessus du linteau de pierre, l'inscription « Pensionnat Sainte-Bernadette ». La porte n'était pas complètement fermée. L'un des battants était légèrement décalé, laissant apparaître dans toute sa hauteur un trait noir. Nous l'avons poussée. Et en s'ouvrant, elle a grincé comme un animal blessé. Ça nous a donné la chair de poule.
L'air à l'intérieur sentait la moisissure, la poussière. Et autre chose aussi. Quelque chose que je n'ai pas su nommer sur le moment. Un mélange de vieux linge et de peur. Le hall d'entrée était immense. Carrelage en damier fendu au plafond. Une horloge murale figée à 3h17. Et un bureau d'accueil dévasté. Il y avait des papiers jaunis au sol, une vieille ardoise qui s'était décrochée du mur, et sur laquelle on pouvait encore lire « Faites vœu de silence ». Sarah a chuchoté qu'elle se sentait observée. Kevin lui a lancé une vanne pour détendre l'atmosphère. Mais il parlait trop vite. Il était nerveux. Comme nous tous, à l'instant même où nous avions franchi la porte, il avait senti quelque chose se réveiller dans les tréfonds du pensionnat. Ouais. Mais personne n'avait voulu l'avouer, bien sûr. Alors on n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Nos lampes repoussaient l'obscurité et dévoilaient ce que nous étions venus chercher. Une ambiance, l'histoire d'un lieu, d'une époque figée dans le temps. On s'est laissé gagner par la frénésie du moment et, chassant l'étrange sensation qui nous avait tous gagnés en entrant, nous avons commencé à explorer. Au rez-de-chaussée, de chaque côté du grand hall d'accueil, il y avait 2 portes. L'une donnant sur un réfectoire où les pensionnaires devaient se réunir pour manger, en silence bien sûr. C'était gravé en gros dans la pierre au-dessus de la porte du réfectoire. Il y avait même une statue d'une sœur à genoux, le doigt sur la bouche. Lisa m'a murmuré que la statue avait l'air d'avoir peur, qu'elle s'interdisait de faire du bruit comme si cela pouvait réveiller un monstre. C'est vrai qu'en y regardant de plus près, elle donnait cette impression. Après le réfectoire, il y avait les cuisines. Rien d'intéressant, on y a juste jeté un coup d'œil. De l'autre côté du hall, l'autre porte donnait sur la blanchisserie, et après elle, au clocher. On n'y est pas monté. On a préféré garder ça pour plus tard. On est revenu dans le hall et on a pris l'escalier en bois qui montait au premier étage. Il grinçait à chaque pas. S'il y avait eu quelque chose d'endormi dans cette demeure, nul doute qu'on l'aurait réveillée. Mais elle était déjà réveillée. Et elle nous attendait. Au premier étage, c'étaient les salles de classe de chaque côté d'un couloir austère. Dedans, des pupitres de bois cloutés, des cartables oubliés, des manuels de lecture ouverts à la même page. C'était comme si les enfants s'étaient levés précipitamment et n'étaient jamais revenus. Sur le bureau de l'enseignante, il y avait une Bible, griffée, déchirée, et un crucifix brisé en 2. Par 2 fois, Benjamin avait dressé la tête et tendu l'oreille. Il pensait avoir entendu un chuchotement. Dans de telles bâtisses, c'est normal d'entendre des trucs. Notre cerveau nous joue des tours. Si seulement ça avait été vrai. On est retourné dans le couloir. Dans une autre salle d'études, les murs étaient couverts de dessins d'enfants. Des silhouettes sans visage, des maisons en feu, des croix brisées, des yeux noirs, gribouillés, certains avec acharnement. Au centre du tableau, un mot griffonné plusieurs fois. Eliane. Sur une ardoise écrit comme un avertissement. Ne l'écoutez pas. Lisa a fait demi-tour sans prévenir. Elle disait que ça lui foutait la trouille. On a ri encore. Mais le rire commençait à sonner faux. Et pourtant, on a continué d'explorer. Pourquoi? On sentait bien qu'il y avait un truc de dérangeant ici. Était-ce de la fascination, une fascination morbide? Non. Je crois qu'en fait, on ne voulait pas croire. Pas entendre les signaux d'alarme. Les poils qui se hérissent, les pupilles qui se dilatent, les muscles constamment tendus, prêts à déguerpir comme une bête qui sent un danger à proximité. À proximité. Au 2e étage, il y avait les dortoirs. 12 lits par pièce, chacun surmonté d'un crucifix. Des rideaux en lambeaux, des chaussons alignés. Une atmosphère glaçante, pesante. J'ai touché une couverture, elle était humide, froide. Du coin de l'œil, j'ai cru voir dans les ombres quelque chose bouger. J'ai vraiment commencé à me sentir mal, oppressé, comme si les murs étaient plus proches qu'avant. Et puis il y a eu ce bruit.
Un claquement quelque part dans l'étage inférieur, comme une porte qu'on referme. On s'est tous figés. Benjamin a dit que c'était sûrement le vent. Mais on savait que c'était pas le vent. Ce n'était pas le vent. Ce bruit avait une intention. On est redescendu à l'étage inférieur qu'on avait déjà visité. C'était plus fort que nous. Il fallait qu'on soit sûr que ce bruit de porte qui se ferme, c'était pas autre chose que le vent. Mais bordel, il n'y avait pas un souffle de vent dans cette baraque. On aurait dû partir, courir loin de ce pensionnat, mais c'était trop tard. Au bout du couloir des salles d'études, on a remarqué une porte. Une porte, je le jure, qui n'y était pas avant. Une lourde porte en bois, comme brûlée par un feu ardent, mais qui n'aurait pas réussi à la consumer. En son centre, il y avait une croix encore plus noire que la porte et qui avait fondu. En se rapprochant, on aurait dit que les dégoulinures étaient comme du sang qui avait séché après avoir bouilli et coulé. Et elle était entr'ouverte. On n'aurait pas dû l'ouvrir. On n'aurait jamais dû franchir cette porte. Pendant l'écoute de l'enregistrement, Gérard s'est senti de nouveau mal. Il a préféré rentrer chez lui. Il était vraiment pâle. Je crois que je n'en menais pas large non plus. Ma nuit n'a pas été des plus extraordinaires. Ce matin, Gérard n'est pas là. J'ai appelé chez lui, j'ai Véronique, sa femme. Elle m'a dit qu'il avait fait des cauchemars toute la nuit et qu'au matin, elle l'avait trouvé recroquevillé dans un coin de leur chambre. Elle lui a donné un somnifère et il a réussi à s'endormir. Je crois que j'en aurais bien besoin, moi aussi. Bon. Je vais réécouter l'enregistrement de Théo. C'est pas que ça m'enchante. Il se dégage de cet enregistrement une mauvaise aura, comme dans le pensionnat. Cet endroit me plaît vraiment pas. Il est 10h07. Un homme vient de se présenter spontanément à l'accueil du commissariat. Un ancien curé, de ce que j'ai compris. Il a lu dans le journal que des personnes avaient disparu après avoir visité le pensionnat Sainte-Bernadette. Je me demande comment ces journalistes arrivent à être au courant de telles infos. L'enquête vient à peine de commencer. Bref, le curé pense avoir des informations, je vais l'écouter. On m'appelle Père Jules. Mais autrefois j'étais simplement vicaire attaché au diocèse de Castelnac. J'ai officié une année scolaire à Sainte-Bernadette. J'y suis resté 11 mois précisément. C'était en 1963. L'hiver approchait plus vite que nulle part ailleurs, vous connaissez la région. Les vitraux du pensionnat suintaient, et l'air était chargé d'une étrange tension, comme si les murs eux-mêmes contenaient leur souffle. Les sœurs parlaient peu, les enfants encore moins, et pour cause. La devise du pensionnat était « Faites vœu de silence ». On m'avait demandé de venir bénir les lieux sous couvert d'enseigner le latin. J'avais compris, sans qu'on me le dise clairement, qu'ils voulaient que j'enquête sur d'étranges rumeurs au sujet du pensionnat. Je découvrais très vite que certaines pensionnaires étaient atteintes de troubles inquiétants. Sommeil agité, spasmes erratiques, peur irraisonnée. Certaines entendaient des voix leur murmurer des mots, d'autres voyaient des formes humaines, vous savez, par notre foi. Nous sommes ouverts aux choses du surnaturel, comme vous dites. Puis, je finis par apprendre ce qui était arrivé à une fille du nom d'Eliane. Elle avait mystérieusement disparu quelques mois plus tôt. C'était une pensionnaire douce, effacée, douée aussi d'après les sœurs, mais sujette à des crises, des absences, des murmures. On racontait qu'elle parlait à quelqu'un qu'aucun adulte ne voyait. Une autre petite fille, disait-elle, une qui vivait de l'autre côté des murs. Certaines des pensionnaires présentaient des troubles du même genre, et je commençais à comprendre pourquoi ils m'avaient fait venir ici. Mais ma tâche n'était pas aisée. Faire parler des gens dans un endroit qui prône le silence est compliqué. Mais à force de patience, je réussis à inspirer la confiance qui délie les langues,
des langues qui n'aspiraient qu'à faire claquer des mots qui les brûlaient tant ils avaient été contenus. J'appris alors l'incident de la chapelle. Une sœur Judith, avait puni bien plus sévèrement qu'il ne le fallait une jeune pensionnaire, celle qui avait disparu par la suite, Eliane. Les sœurs ont affirmé qu'elle avait fugué, mais je pressentais au fond de moi que la vérité était ailleurs. Je suis allé voir la chapelle située au sous-sol. J'ai vu des traces de griffures sur les portes, une croix brisée, du sang séché sous le Christ. Je suis remonté et j'ai demandé à sœur Judith si la chapelle était encore utilisée. Elle a répondu avec la plus grande répugnance, comme si parler lui coûtait, que non. Dans cette négation, je me rappelle encore, j'ai entendu la honte, de la douleur et de la peur. Puis, vers la fin de mon séjour, une des anciennes sœurs, sœur Émerance, est venue me voir. Je logeais derrière les cuisines, les sœurs, elles, dormaient au 3e étage sous le grenier, chacune dans une cellule ne comportant qu'un lit très simple, un petit bureau et une chaise. Personne ne l'avait vue ni entendu venir me voir. Je pense que c'est pour cela qu'elle était descendue jusqu'à moi. La pauvre, elle était tremblante. Elle me dit qu'elle l'avait vue. Eliane, la fille disparue. Elle l'avait vue, me disait-elle, dans le couloir du 2e étage, près de l'infirmerie qui se trouvait à l'opposé des dortoirs. Elle ne marchait pas, me dit-elle, elle flottait et sa bouche était cousue. Je vous jure devant Dieu que c'est ce qu'elle m'a dit, les larmes aux yeux. 2 jours plus tard, sœur Émerance fut retrouvée pendue au clocher. J'ai quitté Sainte-Bernadette la semaine suivante, mais je rêve encore de cet endroit, parfois. Oui, de drôles de rêves. Le père Jules est reparti comme il était venu, et je ne sais pas quoi penser de tout ceci. Est-ce que cela a un lien quelconque avec nos 5 disparus? À l'écoute de l'enregistrement audio de Théo, il est possible qu'il y ait un lien, mais si j'accepte cela, j'entre alors dans un domaine peuplé de fantômes, de spectres, et de voix murmurées à travers les murs. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt à cela. Pas prêt du tout.